Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler de TechNote, le forum technologie et notariat. On parlera également comment réussir le concours de l'ENM pour devenir magistrat. Et enfin, on abordera la question des nouvelles formes de contrefaçon sur Internet. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Blanchet, président de la Chambre des notaires de Paris, pour parler de TechNote, le forum technologie et notariat. Cédric Blanchet, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter TechNote ? Alors oui, bien sûr, TechNote, donc cette année sera la 4e édition. C'est un forum où on essaye de réunir un plateau le plus collé à l'actualité du numérique. Et cette année, on a plein de beaux sujets qui vont nous permettre de dérouler cette journée qui aura lieu à l'espace Cambon le 17 juin. Quels vont être les temps forts de cette édition ? Alors, les temps forts, ça sera bien entendu l'intervention de M. Babinet qui va ouvrir cette journée, suivi d'une intervention de Mme de Funès sur les différents sujets numériques, et ensuite 5 tables rondes sur les différents sujets qui intéressent le notariat. Donc, quels vont être ces sujets ? Alors, forcément, aujourd'hui, le sujet d'actualité, c'est comment le notariat s'est adapté et au télétravail et aux nouveaux modes de travail. Mais, bien entendu, on va se poser la question de l'identité numérique, puisque dans cette période où nos clients étaient à distance, la question de l'identification de nos clients s'est posée. Et donc, du coup, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir proposer à nos confrères sur l'identité numérique. Et ensuite, une table ronde qui aura lieu sur la cybersécurité, parce que c'est vrai que plus on numérise, plus bien entendu, et puis c'est le 3e thème de votre aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment les sujets qui sont au cœur du notariat. Et enfin, on conclura par l'intervention de Sébastien Missoff, qui conclura cette journée qui, je pense, restera intéressante pour nos confrères. Quel est l'objectif pour vous ? L'objectif, c'est bien entendu de partager et de faire connaître au plus grand nombre de nos confrères les outils ou en tout cas les innovations qui se présentent sur le marché pour qu'ils aient les meilleurs outils pour pouvoir poursuivre leur activité et toujours être au service de leurs clients de façon le plus adaptée possible. Alors, on sait que la Chambre des notaires de Paris est très proactive par rapport à ces sujets. Peut-être pouvez-vous nous dire 2-3 mots sur les projets que vous avez menés ? Alors, comme ça, c'est sûr que la Chambre a toujours été proactive sur les sujets technologiques, que ça soit depuis de nombreuses années sur un certain nombre de services qu'on proposait à nos confrères. Aujourd'hui, comme vous le savez, on s'est doté d'un fonds d'innovation sur lequel on a initié 3 projets principaux. Le premier, c'est le projet Victoria, qui est un projet d'intelligence artificielle qui est d'adjoindre à notre outil de data room ou de dossier d'information, un outil d'intelligence artificielle qui va permettre, dans un premier temps, de classer les pièces, parce que ça a l'air de rien, mais quand vous avez des volumes sur certains actifs de pièces très importantes, le fait de pouvoir les classer de façon automatique va nous faire gagner beaucoup de temps. Et dans un deuxième temps, ça sera éventuellement de porter un certain nombre d'analyses sur des sujets et reconnaître dans ces pièces un certain nombre de sujets. Ça, c'est vraiment un projet important et très novateur. Et ensuite, on a un projet de valorisation des biens immobiliers, c'est-à-dire que vous pourrez faire l'expertise de votre bien immobilier en croisant un certain nombre de bases de données, et notamment la base biens, qui est notre outil important où on collecte toutes les informations sur les données de l'immobilier. Et enfin, le dernier projet qui est un projet de registre numérique des actions pour avoir le suivi des actions, des cessions d'entreprise, et ce qui va permettre aux entrepreneurs de ne plus perdre leur registre puisqu'il sera numérique et conservé par leur notaire. Alors peut-être pour conclure l'interview, la crise a chamboulé beaucoup de choses et dans les aspects positifs a fait naître justement plein d'outils numériques. Comment les notaires appréhendent-ils ces outils ? Qu'est-ce que vous constatez au niveau de la Chambre des notaires de Paris ? On constate que nos confrères dans la suite de la tradition du fait que les notaires ont toujours été
assez en pointe vers le numérique se sont appropriés ces outils. Alors bien entendu, si on se replace l'année dernière, le démarrage a été un peu difficile parce que brusque, hein, mais je pense que tout le monde était dans cette situation. Mais aujourd'hui, globalement, à peu près tous les outils sont maîtrisés par nos confrères et deviennent pérennes, que ça soit l'acte à distance, c'est-à-dire la signature d'un client chez un notaire et d'un autre client chez son notaire, donc dans 2 études différentes. Les outils fonctionnent bien et ça, c'est vrai que ça nous rend beaucoup de service, notamment pour éviter de mettre tout le monde dans la même pièce et d'éviter de faire rencontrer trop de gens. Mais la comparution à distance, donc la signature par le client à distance, reçue par le notaire, pareil, l'année dernière, nous avons eu quelques difficultés de mise en place. Aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne bien, qui a été pérennisé par le gouvernement puisqu'on a été autorisé pour les procurations à l'utiliser de façon définitive. Donc vraiment, je pense que les notaires se sont appropriés au service de leurs clients tous les outils qui permettent de simplifier la vie dans cette période un peu compliquée. Cédric Blanchet, merci. Et donc rendez-vous le 17 juin au pavillon Cambon. Exactement, merci. Vous êtes toujours dans Lex Inside. Comment réussir le concours de magistrat? On en parle tout de suite avec Camille Charme, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Moulins et auteur du livre Chronique d'une élève magistrate, comment j'ai réussi le concours de l'ENM. Camille, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'écrire cet ouvrage? Alors, c'est un avocat, Wissam Gamzli, qui est directeur de collection chez Henrik B. Éditions, qui m'a contacté. Il a lui-même écrit un bouquin sur le concours de l'avocature, sur le SRFPA, et il voulait avoir le même type d'ouvrage pour la magistrature, pour le concours d'entrée à l'ENM. Donc il m'a proposé cette idée, j'étais parfaitement d'accord et intéressée pour le faire. L'idée était d'offrir pour les étudiants qui souhaitent préparer le concours de la magistrature ou ceux qui se posent des questions sur ce concours-là, d'avoir un témoignage subjectif et simple sur ce qu'était que le concours de la magistrature. Ce type d'ouvrage-là, quand moi j'ai passé le concours, je n'en ai pas trouvé. Il y avait que des bouquins rébarbatifs avec les présentations très très concrètes des épreuves, du programme, et pas quelque chose de plus léger, de plus réel et donc de plus pratique pour préparer le concours. Voilà. Alors là c'est vrai qu'on a plein de petits conseils pratiques avec des témoignages, des astuces. Pouvez-vous revenir sur 2-3 petits conseils pratiques de manière générale? Bien sûr. Un des conseils, le principal, c'est de se renseigner sur le métier de magistrat. Donc le concours de l'ENM, c'est pour devenir magistrat, hein, il n'y a pas plus clair que ça. Il faut donc, je pense, multiplier, si on peut, les expériences en juridiction, les stages, aller voir des audiences qui sont ouvertes au public, ou si on peut avoir un poste d'assistant de justice pour avoir des premières expériences dans la justice, ça ce serait vraiment important. Ça permettra en plus de forger sa motivation et de comprendre pourquoi on va faire ce métier. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup développé dans l'ouvrage, c'est apprendre à se connaître. Et à connaître, ça vient de travailler. Savoir si on aime travailler seul, si on aime travailler en groupe, si on met beaucoup de temps ou si on apprend vite, si on a des problèmes de méthodologie ou de programme. Et donc, souvent, on prépare le concours, on a déjà un bac+4, bac+5. Donc, s'appuyer sur ces expériences passées de fac pour faire un audit de ce qu'on sait faire pour pouvoir préparer au mieux le concours. Et dernier conseil que je peux donner, c'est de savoir s'organiser. C'est un concours qui se prépare seul. Il y a certes des préparations ou des cours où on nous aide, mais globalement, on est tout seul pendant plus d'1 an, avec un programme et des épreuves à la fin. Et donc, il faut arriver à s'organiser pour se faire des plannings, pour tout préparer, à la fois sur le fond, tout le programme, et sur la forme, toutes les épreuves qu'on a à présenter, qui sont très différentes, hein, ça passe d'oraux, un grand oral qui est très particulier, des épreuves de dissertation ou une note de synthèse. Et l'organisation personnelle permettra de pouvoir tout faire et d'être prêt le jour J. Ce qu'on peut dire, c'est que justement, vous disséquez chacune des épreuves et vous donnez des conseils pour préparer chacune de ces épreuves. Effectivement, parce que c'est même si c'est des épreuves qu'on peut avoir à la fac, le concours est quand même différent. On attend autre chose d'un candidat au concours de la magistrature, d'un candidat de fac. Et donc, j'ai essayé de creuser le plus possible pour montrer aux lecteurs les différences qu'il y a entre la fac et le concours de la magistrature pour qu'ils puissent s'élever et pouvoir le préparer dans les meilleures conditions. Et en conclusion, quels sont aussi les pièges à éviter? Alors, un des grands pièges, et c'est moi, ça a été mon plus grand piège, c'est de ne pas se laisser dépasser par la pression.
C'est un concours qui est extrêmement difficile, hein, on sait tous. Les professeurs de fac nous le disent qu'il est difficile. Tout notre entourage va nous le dire. Du coup, on peut vite se laisser submerger par le stress, l'angoisse et du coup arriver aux épreuves de manière très peu sereine. Donc là, pareil, il faut trouver un moyen, soit du sport, soit des psys, soit des balades ou des vacances régulières pour arriver serein aux épreuves. Et après, dernier écueil à éviter, mais là, je pense que tout le monde peut se mettre d'accord, c'est de pas faire d'impasse. Et effectivement, préparer tout le programme, toutes les épreuves, et d'arriver le plus près possible à chaque fois au concours. Camille Charme, merci. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler des nouvelles formes de contrefaçon sur Internet. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Bouchara, avocate fondatrice de Bouchara Avocat, spécialiste de la propriété intellectuelle. Vanessa, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on assiste actuellement à une recrudescence de la contrefaçon sur Internet. Comment expliquez-vous ce phénomène et quelles sont les différentes formes de contrefaçon qui existent ? Alors, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, les entreprises se sont digitalisées de plus en plus et finalement, les consommateurs se sont habitués à acheter en ligne ou à se connecter sur différents sites et réseaux sociaux pour localiser les produits, les acheter et ont une plus grande proximité avec les contrefaçons qui pullulent sur Internet. Alors, quelle forme prennent ces contrefaçons ? Alors, vous avez plusieurs types de contrefaçons. Vous avez les contrefaçons grossières, à savoir des reprises de sites de marques connues et finalement le consommateur a l'impression d'être sur le site de la marque officielle. Mais vous avez également des contrefaçons de produits ou de marques où le consommateur ne sait pas forcément qu'il est en présence de contrefaçon, sauf à voir que le prix est démesurément bas. Et il se retrouve dans un acte, tenté par un achat facile de produits d'une marque. Donc, vous avez les contrefaçons de marque. Donc, on va acheter un produit d'une marque bien définie, ou des contrefaçons de produits, de formes de sacs, de vêtements et beaucoup de produits divers. Alors, quel rôle ont les plateformes de vente dans la contrefaçon? Est-ce qu'elles favorisent ces contrefaçons ou est-ce qu'elles essayent elles-mêmes de lutter contre ces contrefaçons? Alors, l'ensemble des plateformes de vente vous dira qu'ils essayent de lutter et qu'ils luttent activement contre la contrefaçon. Et la meilleure preuve, c'est que lorsque on est titulaire de marque, on a une possibilité de dénoncer les actes de contrefaçon et finalement d'obtenir qu'ils cessent sur la plateforme de vente en question. C'est parfois un peu lourd et fastidieux parce qu'on se rend compte que lorsque plusieurs produits contrefaisants sont vendus sur des plateformes type AliExpress, c'est un travail extrêmement long et minutieux de tous les répertorier et de faire des notifications produit par produit des articles qu'on considère être des contrefaçons. C'est plus facile quand on dit, écoutez, on est titulaire de la marque X et on veut que vous ne vendiez plus de ces produits. Et là, on arrive à faire bloquer les recherches par marque. Mais par produit, c'est un travail un peu plus difficile. Mais en faisant une veille très active et très proactive, j'ai envie de dire, on arrive à venir à bout de ces contrefaçons parce que les plateformes se montrent assez coopératives dans la lutte contre la contrefaçon. Alors, on a évoqué les plateformes, mais qu'en est-il des marques? Que font-elles pour lutter contre ces contrefaçons? Alors, les marques, ce qui est important pour elles, alors après, ça dépend de leur perception de cette contrefaçon. Il y a certaines marques pour qui c'est valorisant ou de toute façon, le consommateur saura très bien qu'il est en présence de contrefaçon et qu'elle préfère pas agir. C'est plutôt assez rare. Les marques de luxe, elles, sont extrêmement sensibilisées et engagent des actions quotidiennes. Et les marques, j'allais dire, de luxe accessible ou en tout cas juste en dessous des marques de luxe, elles ne savent pas forcément toujours se positionner. Donc parfois, elles se laissent complètement dépasser par les actes de contrefaçon parce que les gérer elles-mêmes, c'est absolument impossible. Se faire accompagner, c'est un investissement, ça prend du temps puisqu'il faut avoir de nombreux échanges avec l'avocat pour expliquer comment un produit est contrefaisant ou pas. Mais en réalité, la meilleure stratégie, c'est de structurer les atteintes à ces marques pour être certain d'offrir aux consommateurs
un produit unique, ce qu'il vient acheter en achetant un produit particulier d'une marque déterminée. Alors peut-être pour conclure, 2-3 conseils pratiques en la matière, vous en avez évoqué un, peut-être y en a-t-il d'autres? Oui, alors les conseils pratiques, c'est de ne pas se laisser dépasser, évidemment, d'agir vite et d'agir de manière organisée et structurée, parce que plus vous serez organisé et structuré pour combattre les actes de contrefaçon, plus finalement les contrefacteurs vont se déporter sur d'autres marques qui seront plus laxistes, et toujours le faire de manière très professionnelle en se faisant accompagner, parce que si vous avez votre marque qui est mal déposée sur un territoire, ou si vous faites les mauvais choix en l'organisant tout seul, parfois vous pouvez en payer les pots cassés. Vanessa, merci d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.